Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Sourire de ce côté-ci de la Manche, grimace de l'autre. Pour les think-tanks françaises, le Brexit est une magnifique opportunité pour gagner des parts de marché. Les start-up hexagonales de la finance comptent bien rattraper leur retard sur Londres et même lui prendre la première place. Comment comptent-elles réaliser leurs objectifs ? Eh bien, réponse avec Sébastien Burlet, fondateur de Lemonway, l'une des premières think-tanks françaises. Bonjour Sébastien. Alors, juste une petite définition. C'est quoi une fintech ? Oui, bonjour. Donc, une fintech, c'est une entreprise qui est ce qu'on pourrait appeler une entreprise de la banque 2.0, c'est-à-dire une entreprise qui se consacre à la finance ou au paiement ou encore au crédit, mais qui n'est pas née du sérail, c'est-à-dire qui n'est pas une banque. Il faut donner une petite indication de l'âge de la fintech. Les banques sont nées il y a environ 400 ans, donc on va dire qu'elles ont 400 à 600 ans d'âge. Les fintechs ont l'autorisation d'exister depuis la directive des services de paiement européenne. Elles ont un petit peu moins de 10 ans. Ah oui, un petit peu moins de 10 ans, donc évidemment, c'est pas des entreprises qui sont nées d'investissements de banques et qui sont des banques qui ont évolué. Start-up, fintech, ça veut dire finance, techno, finance et technologie. Et pourquoi elles sont nées ? Pourquoi la directive des services de paiement européenne a créé un espace nouveau ? Parce qu'il y avait un manque d'oxygène, un manque d'innovation de la part d'un secteur qui avait du mal, avec des risques également, quand on mélange le crédit au paiement, du mal à émerger et à comprendre la nouvelle génération. On entend souvent parler de Uber, de nouvelles formes de placement de son épargne, de nouvelles manières de consommer, plus collaborative, l'économie du partage, se mettre à plusieurs dans un taxi ou un taxi qui n'est pas un taxi. Donc ça, c'est des nouveaux comportements qui demandent des nouvelles manières de payer et des nouvelles banques finalement. Et c'est de là que sont nées les fintechs. Alors donc, les fintechs françaises aimeraient bien profiter du Brexit pour récupérer des parts de marché. Mais si on compare les fintechs françaises aux fintechs anglaises, qu'est-ce qu'on voit ? Regardez ce tableau. En 2015, il y a eu à peu près 80 millions d'euros qui ont été investis dans les fintechs françaises et la même année, 855 millions en Grande-Bretagne, soit 10 fois plus. Vous avez un sacré retard là. Alors c'est un indicateur. C'est vrai qu'en France, on a peut-être, un retard dans l'investissement dans les fintechs. En même temps, on a besoin de moins d'argent pour créer de la valeur en France. Parce qu'on a aussi des aides, des subventions qu'on a parfois moins dans les pays anglo-saxons. Il y a des entreprises qui ont 3, 5, 10 millions d'euros de subventions européennes. L'Europe, c'est aussi ça, en recherche et en développement, française, selon les régions, selon la Banque publique d'investissement. Ensuite, elles sont finalement fundées par parfois des banques ou ce qu'on appelle des venture capitalistes, des cabinets spécialisés en investissement. Donc déjà, ce chiffre, il est intéressant. C'est l'investissement qu'on met dans cette nouvelle énergie innovante de banque 2.0, qu'on appelle la fintech. Mais il faut aussi regarder les entreprises qui survivent, qui créent de la valeur, donc qui créent du PIB, qui créent du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Et là, peut-être qu'on est moins dépensier ou qu'on dépensera et qu'on investira plus tard. Alors, et c'est vrai qu'en France, on a plus une réindustrialisation, tandis que dans les pays anglo-saxons, on crée des marques qu'on fonde abondamment et qui laissent des traces. Il y a Facebook, il y a Google, ce n'est pas des marques françaises en effet. Et là, on va le revoir avec un autre tableau qui montre les 100 meilleures fintech au monde. Et qu'est-ce qu'on trouve ? 40 fintech aux États-Unis, 22 en Asie-Pacifique, 20 en Europe, Moyen-Orient, Afrique et 18 au Royaume-Uni. Vous avez affaire à quand même à du lourd en face de l'autre côté de la Manche. Oui, il y a du lourd. Comment vous pouvez prétendre lui piquer ces premières places ? Alors, il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais que je vais vous expliquer. La directive des services de paiement, c'est aussi une manière de protéger l'Europe des États-Unis, de l'Asie, puisqu'on a des difficultés évidemment à lutter contre les moyens énormes des Asiatiques, des Américains. Donc il y a un moyen de lutter qui est d'inventer une forme de protection qui est liée à la réglementation. Et la réglementation en Europe, elle est complexe. Si on compare les États-Unis, on va dire qu'on a une langue, une monnaie.
Déjà, c'est plus simple quand on lance un business pour digitaliser la banque et les comportements d'achat, de dire qu'on a une monnaie, le dollar, une langue, l'anglais, et qu'avec ça, on envahit, entre guillemets, plus de 200 millions d'habitants aux États-Unis. En Europe, on a plusieurs monnaies, on a plusieurs langues, mais on a une réglementation unique, mis à part le Brexit, où là, le Brexit, quand on donnait l'âge tout à l'heure des banques, 400 ans, l'âge ou 600, l'âge des fintech, 10 ans, on va dire que le Brexit, pour moi, il est en gestation et on est en train de faire une échographie, puisqu'il n'est pas encore sorti. Il a été avoué. Il va être une opportunité pour vous, pour les fintech? Il va être une opportunité parce que quand on rabat les cartes dans le monde du paiement, dans le monde de la finance, il y a toujours des gagnants et des perdants. Donc pour moi, c'est comme un match où les Anglais vont perdre 28 points, et nous, on va en perdre 1. Et on va en gagner. Pourquoi? Quand il y a un passeport d'un agrément, quand on a son siège social dans un des pays européens, automatiquement, enfin si on le désire, on peut le passeporter et utiliser son siège social à Paris, à Berlin, dans l'ensemble des pays de la zone EEE. Mais est-ce que ça vous concerne vraiment, vous, les fintech, le passeport financier européen? Oui, quand on sait qu'il y a 80% des entreprises à Londres qui sont fondées par des non-anglais, c'est-à-dire des Luxembourgeois, des Allemands, des Français qui sont allés faire du business à Londres, ils vont revenir. Donc ils vont revenir, un Français, peut-être, quand on rabat des cartes, donc on a plus d'opportunités. À mon avis, il y aura aussi un élan national avec un effet de balancier qui va faire que, évidemment, on avait perdu, on va dire, la finance. On va gagner dans le paiement, puisqu'on dit fintech, mais ce n'est pas vraiment de la finance, c'est du paiement. C'est du paiement, du crédit, de l'investissement. Comment vous vous distinguez? Parce qu'il n'y a pas que Paris qui espère récupérer un peu du Brexit. Il y a aussi Dublin, il y a aussi Francfort, il y a d'autres places. En quoi vous vous distinguez des autres? Vous êtes meilleur que les autres sur ça? On a une très très bonne réputation à Paris sur la rigueur du régulateur, qui fait qu'on fortifie les entreprises qui vont se lancer. Avant leur lancement, on leur demande de fortifier leurs fonds propres. Elles sont très, très suivies. Il y a peu d'abus en France dans le domaine de la finance et du paiement. Il y a des pays où on demande moins de fortification, d'avoir la peau moins épaisse, les os moins solides pour se lancer. Ça peut être des opportunités, ça, justement. Des opportunités. D'être moins régulé. et des dégâts également. Ensuite, derrière. Au bout d'1 an ou 2 ans, quand il faut gérer une clientèle, mettez-vous dans la peau de citoyens français, anglais, allemands, qui ont investi, mettons, une partie de leur économie, des citoyens, 1 000 € sur des sites de crowdfunding. Quand ces sites font donc des sites où, au lieu de mettre son épargne traditionnelle en banque avec une rémunération même à risque, on va dire, à un maximum de 2, 3, 5,5%. On va pouvoir la mettre sur WeSeed, sur l'Index, sur d'autres sites de crowdfunding, Conda en Allemagne, sur ZanQ ou d'autres sites de crowdfunding sur lesquels on va pouvoir faire des placements à 10, 11, 8%. Et si ces entreprises déposent le bilan, comment on gère la clientèle, les encours? Donc finalement, on a une bonne réputation. Paris est une place sûre, d'après vous. C'est sur ça qu'il faut compter. Solide. Est-ce que vous êtes présent qu'en France ou vous êtes déjà présent ailleurs en Europe? On est déjà présent dans 29 pays en Europe, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus développé sur les pays tels que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, la Belgique, que en Roumanie, en Bulgarie, en Slovaquie. Pour l'instant, vous êtes à Londres ou pas? Oui, on a créé... Et donc concrètement, vous avez envisagé le déménagement, le rapatriement ou pas? Oui, il faut envisager le rapatriement d'une partie des équipes, puisque nécessairement l'ensemble du business se fera de manière délocalisée en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, où nous ouvrons des bureaux commerciaux d'ailleurs. Et en Angleterre, il va falloir déposer un agrément pour garder le business, puisque maintenant, il ne sera plus passeporté. Donc c'est un petit peu embêtant pour les 28 pays qui n'étaient pas anglais, puisqu'ils devront déposer un dossier en Angleterre pour continuer à opérer du business en Angleterre. Mais pour les Anglais, c'est beaucoup plus embêtant. Ils vont devoir créer un établissement de paiement ou de monnaie électronique dans un des autres pays européens, recommencer une procédure de passeport. Donc qui a le plus à perdre? Les Anglais, assurément. C'est pour ça que les banques ont voté massivement contre le Brexit au UK. Aujourd'hui, les fintech françaises, c'est à peu près 115 millions d'euros, à peu près 470 emplois. C'est quoi la perspective?
Alors c'est difficile quand on sort de la gestation. On disait le Brexit, c'est encore de la gestation. Et la FinTech, c'est un enfant de 9 ans. Alors un enfant de 9 ans, il est enthousiaste, il a des rêves. Il veut être pilote de chasse, pompier, puis il finira peut-être derrière un écran ou journaliste, et finalement, ça sera sa passion. Mais il a des rêves, et l'avantage qu'on a dans la FinTech, comme on a 9 ans, c'est qu'on a le droit d'avoir des rêves et certains vont pouvoir les vivre. Ensuite, tout le monde va grandir. Est-ce que tout le monde va continuer dans ce métier? Est-ce qu'il va y avoir une réindustrialisation? Consolidation. Une consolidation. Comment on va compter? Le plus dur, c'est de compter. Donc évidemment, nous, on recrute, on est passé de 14, par exemple chez Lemonway, de 14 employés en avril 2015 à 80 employés. En un peu plus d'un an. On recrute encore 40 personnes sur 2017. Donc on a des bonnes expectations, on va y arriver. Ensuite, il y aura du tri. Les Anglais, par exemple, sont très forts dans le foreign exchange. Le marché fera le tri. Merci beaucoup, Sébastien Burlet, pour ces réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.